André de La Fontaine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au podcast FinTech Fair, premier podcast financier qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Bonjour, André de La Fontaine, révélateur de zones de génie. J'apporte clarté, confiance et efficacité dans le travail des collaborateurs. Rien que ça. Rien que ça. Connecter les personnes à leur zone de génie. Donc les zones de génie sont des tâches que chacun d'entre nous savons faire de manière totalement naturelle. Tout le monde a plusieurs zones de génie. On a eu 250 participants jusqu'ici. Tous ont identifié plusieurs zones de génie. Donc ce n'est pas le fait d'être un génie. Tout le monde a des zones de génie et c'est comment les identifier, mesurer le temps qu'on y passe dans le travail de tous les jours et maximiser ce temps-là. Qu'est-ce qui a déclenché en vous ce besoin, cette envie d'apporter cette solution finalement ? Oui, c'est une histoire assez difficile pour moi que je partage néanmoins très volontiers parce qu'elle résonne avec beaucoup de personnes autour de moi. En 2019, j'étais indépendant, j'avais enfin le job de mes rêves, je travaillais sur ce que je voulais, avec qui je voulais, quand je voulais. Et pourtant, cette même année, j'ai fini à l'hôpital en épuisement. Et cet arrêt obligatoire, nécessaire, m'a permis de beaucoup réfléchir à ce qui m'avait amené au fait à cette hospitalisation. Et je me suis rendu compte qu'au fait, quand bien même j'étais reconnu pour un certain nombre de tâches que je faisais très bien, beaucoup, beaucoup mieux que d'autres personnes autour de moi, ces tâches-là pouvaient me drainer mon énergie plutôt que de m'en donner. C'est pas parce que j'étais bon dans quelque chose qu'il fallait que je maximise mon temps dans quelque chose. Et j'ai commencé à en parler autour de moi et ça résonnait extrêmement fort avec beaucoup de personnes, à tel point qu'on m'a proposé de donner des formations, donner du coaching, en entreprise, en institut de formation, en individuel, en open. Et à mon étonnement, à mon grand étonnement, ça résonnait très très fort avec un grand nombre de personnes qui voulaient comprendre cette différence entre ces fameuses zones de génie et la différence en dessous, le niveau en dessous, les zones d'excellence. Quelque chose que je fais très bien mais qui me prend de l'énergie, qui me draine de l'énergie. Et j'ai eu des retours assez intéressants sur les changements, les compréhensions, les changements que les personnes ont pu mettre en place dans leur vie par rapport à ça. Et de se rendre compte qu'in fine, si je regarde sur une semaine, j'ai des bons jours, des mauvais jours. Et j'ai des personnes qui me disent « mais maintenant je comprends enfin pourquoi, en me levant le matin, ça va être une bonne journée ou ça va être une mauvaise journée. Avant, je pouvais qu'espérer. » Et là, on passe de l'espoir d'avoir une bonne journée à déjà pouvoir prévoir et surtout à pouvoir contrôler et modifier à l'avenir les chances qu'on a d'avoir une bonne journée où le soir on arrive, le sourire jusqu'aux oreilles. Et plein d'énergie, plein de sens aussi de ce qu'on a accompli. Et nous-mêmes, on le ressent. Bien sûr, nos proches le ressentent, nos collaborateurs le ressentent, nos collègues le ressentent. Et je trouve que, une fois que j'ai vu cette puissance, par respect pour moi, par respect pour les personnes qui m'entourent, mais aussi par rendre compte de la responsabilité que j'avais de pouvoir partager du temps où j'apporte quelque chose aux personnes autour de moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très fort. Et c'est moment que j'ai compris ce que j'amenais aux autres quand j'étais dans mes zones de génie, à quel point ça influence les personnes aussi autour de moi. C'est pas que moi qui vais vivre quelque chose d'une expérience différente. C'est aussi des personnes avec qui j'interface pendant cette journée. Aujourd'hui, j'aurais probablement croisé 20, 30, 40 personnes. Et si je suis dans mes zones de génie, ou si je suis dans mes zones d'excellence, l'énergie est changée, la qualité de la relation va être totalement différente. Et je vais du coup créer une réalité pour moi, mais aussi pour toutes ces personnes que je rencontre pendant cette journée. Alors c'est super intéressant et puis on vous remercie vraiment de la transparence et de la Merci à vous. véracité dont vous faites preuve avec nous. On est vraiment reconnaissant pour ça. Il y a beaucoup de choses que vous dites là, il y a beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles on peut creuser. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est déjà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est on est bon dans quelque chose, mais c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose que ça nous redynamise ou que ça nous recharge nos batteries. Et ça, je vous avoue que ça m'étonne un peu. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent vont penser la même chose, je pense. Ça paraît contradictoire, en fait. C'est que si on est bon dans quelque chose, ben, on se pose pas la question, mais on se dit forcément, j'aime bien ce que je fais parce que je suis bon. Et donc, du coup, je serai revitalisé. Et donc, du coup, ça amène au fait de ce que vous dites, être acteur.
finalement de sa journée ou être maître de sa journée et plus dépendre des émotions des autres, de la mauvaise journée des autres, de la mauvaise humeur des autres et ne plus être spectateur. Je pense qu'il faut que vous nous clarifiez certaines choses Ça parce peut qu'il y a paraître beaucoup de choses. contradictoire. Ouais, ça peut paraître contradictoire, oui. Malheureusement, depuis le jour où nous commençons l'école, nous sommes poussés dans une zone d'excellence. On nous pousse à être excellents. Donc peut-être pour un tout petit background théorique, donc nous avons tous 4 zones dans lesquelles nous travaillons. La zone d'incompétence, où les autres sont meilleurs que moi dans ces tâches-là. Moi, une de mes zones d'incompétence, c'est la comptabilité. Dans ma carrière, j'ai fait 4 cours de comptabilité, 3 notés en niveau MBA. Je ne sais toujours pas tenir une comptabilité double. Je suis mauvais. Les gens autour de moi sauront mieux que moi. Donc là, je ne vais pas trouver du travail. Le niveau d'après, c'est ma zone de compétence. Les autres sont aussi bons que moi. Moi, j'étais programmeur dans des multinationales pendant assez longtemps. Dans des grandes équipes, il y avait des gens qui étaient aussi bons que moi. Je n'étais pas exceptionnel. J'avais du travail, mais je n'étais pas exceptionnel. Il y a un niveau en dessus, après incompétence, compétence, puis d'excellence. Et malheureusement, c'est là qu'on nous pousse. Je suis meilleur que les autres, mais dans ces tâches-là, il y en a qui vont me drainer, il y en a qui vont me donner de l'énergie. Mais depuis que nous commençons l'école, nous sommes poussés vers cette zone d'excellence. Mais on ne nous apprend jamais à différencier la différence entre excellence et génie. Et je pense que c'est là que le drame se joue. Et forcément, comme je suis meilleur dans ces tâches-là, je vais recevoir plein de travail. Moi, quelques-unes de mes zones d'excellence, c'est la gestion de personnes, de projets, de produits, de problèmes, jusqu'à devenir CEO d'une entreprise. J'aurais jamais été CEO si je n'étais pas bien meilleur que ceux autour de moi. Et pourtant, ça m'a drainé de l'énergie. Juste pour terminer, la 4e phase dont vous parlez, donc c'est la zone de génie. Oui, donc D'accord. Incompétence, compétence, excellence et génie. D'accord. Et incompétence, compétence, au fait, ces zones-là s'occupent d'elles-mêmes. On ne reçoit pas du travail. Ouais. Okay, on a eu 250 participants, on les fait mesurer le temps qu'elles passent dans chacune de ces zones. Et sur une semaine, la partie, ce qu'on appelle jaune, incompétence et compétence, on les met même ensemble, elle n'apparaît quasi pas sur les feuilles. On ne reçoit pas du travail pour des choses où les autres autour de nous sont juste aussi bons ou meilleurs que nous. Il n'y a pas de raison. Et on arrive aussi à soi-même se rendre compte qu'on n'a pas de plaisir à faire ces choses-là, donc on ne va même pas aller dans ce sens-là. Ouais, en fait, ça peut paraître contradictoire. Des choses pour lesquelles je ne suis pas encore bon, là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que j'explique, que j'ai découvert même qu'assez récemment, il y a 3 cohortes. Et au fait, nous commençons tous par la zone d'incompétence. À l'école ? Alors, partout. Roger Federer, la toute première fois où il a joué au tennis, il était dans sa zone d'incompétence. Les autres autour de lui étaient meilleurs que lui. Et ensuite, nous passons dans la zone de compétence. À un moment donné, il était aussi bon que ceux autour de lui. Mais ensuite, ça, c'est le tronc commun. Mais ensuite, ça se partage en deux. À force de faire quelque chose, je vais devenir meilleur que ceux autour de moi. Et on pense qu'il suffit de répéter pour être super bon, ce qui est vrai. Par contre, il ne suffit pas de répéter pour être bon et y gagner en énergie. C'est ça, la subtilité. J'essaye de comprendre et de résumer en même temps. C'est très bien, c'est bien. Oui, au fait, ça peut paraître contre-intuitif au début, donc c'est vraiment important de passer un petit moment là-dessus. On est vraiment content de vous avoir pour ça. Merci avec grand plaisir. Donc, quand on commence quelque chose, on est tous dans cette première phase. D'incompétence, la toute première fois. Même si on est naturellement talentueux. Oui, alors il faut faire un tout petit peu attention avec le naturel. Alors, je pense, on peut prendre l'exemple de Roger Federer, qui est d'à propos maintenant, vu qu'il vient de prendre sa retraite. La différence de Roger Federer, c'est que quand il a commencé dans sa zone d'incompétence, il avait néanmoins de l'énergie. Ça lui plaisait. Donc du coup, ça lui a permis de passer assez rapidement à travers les 2 premières étapes pour ensuite finir dans une zone de génie. Il n'aurait jamais tenu, le temps qu'il a tenu, ce n'était pas dans sa zone de génie. Mais au fait, si on regarde vraiment, quand on demande vraiment aux personnes qui sont numéro 1 de leur domaine, que ce soit des acteurs, des consultants, des sportifs, tous diront que si je regarde mon succès, c'était 1, 2, 3% à la naissance de dons, et puis 97, 98, 99% de travail. C'est énorme. C'est énorme. En fait, la proportion, il y a personne qui... On peut naître naturellement énergétisé par une tâche. Ça, c'est la magie. C'est là où ça se joue. Ça, c'est incroyable. Si je suis énergétisé par jouer au tennis, je vais avoir la niaque nécessaire pour passer les dizaines et dizaines de milliers d'heures pour devenir un Roger Federer. Et monter les échelons. Oui, alors pour moi, de tout ce que j'ai observé, j'ai beaucoup travaillé ces aspects-là. Au fait, le don, c'est d'être récompensé, de se récompenser, d'avoir quelque chose de magique qui nous fait tenir sur la longueur. C'est ça le don. C'est pas que magiquement je nais incroyable au tennis.
C'est que à force, c'est pas à force de jouer, je deviens bon, mais à force d'être récompensé pour ça, ça me permet de jouer assez souvent. C'est peut-être ça le don. Et de nouveau, c'est validé par le fait que les plus grands dans tous les domaines disent, mais en fait, c'est un tout petit pourcentage, 1, 2, maximum 5% de dons reçus à la naissance. Mais au fait, c'est très très peu, c'est pas ça qui va faire la différence. J'essaye de C'est très bien qu'on reprenne. J'essaye d'intégrer, de comprendre et de résumer. Si je prends l'exemple d'une jeune femme qui aime bien chanter et qui a une très belle voix, on part du principe qu'elle a un talent. Et est-ce qu'elle a on peut dire qu'elle a une zone de génie? Ça dépend si ça lui donne de l'énergie ou pas. Il y a des D'accord. personnes... D'accord. J'aime beaucoup cet exemple dans la musique. Je suis un très très grand fan d'Avicii. Et j'adorais vraiment cet artiste. Et pourtant, il est décédé dans des circonstances extrêmement tragiques. Et si on regarde, au fait, toute sa carrière incroyable, si on regarde des interviews, il avait une zone de génie dans la création de la musique. On le sent vraiment dans son truc, il est incroyable dans la création. La création seule dans ce milieu-là n'était peut-être pas suffisante, on peut discuter de ce qu'il y a eu, mais à un moment donné, il était poussé très très fort à se produire en public, quelque chose qu'il faisait extrêmement bien, il a attiré des millions, des milliers de personnes. Mais cela le drainait beaucoup d'énergie au point où il est devenu alcoolique. Il a eu énormément de problèmes suite à ça parce qu'il devait se shooter pour pouvoir se produire sur scène. Et pourtant, il était très bon. Mais est-ce que ça, c'est pas juste une question de planning, en fait, d'organisation qui fait que, au bout d'un moment, on fatigue et voilà. Mais est-ce que cette fatigue-là, elle prend pas le dessus sur la zone de génie ou ça n'a rien à voir? Oui, alors je pense vraiment qu'on pourrait dire la même... Prenons l'exemple Federer versus Avicii. Federer a tenu extrêmement longtemps, avec malgré parfois des hauts et des bas dans ses résultats sportifs. Et ça lui a permis de rebondir. Très tôt dans la carrière d'un Avicii, il disait, quand il mixait, même dans les petits clubs, et à un moment donné, il y avait un signe comme ça voulait dire champagne. Qu'on devait lui apporter du champagne pour qu'il puisse tenir, au fait, sur la longueur dans son mix. Et son manager devait lui apporter du champagne. Et on voit à quel point il devait dépasser, au fait, cette... c'est pas juste la timidité, c'est quelque chose au-delà de ça. Un autre grand Deadmau5, il joue avec un masque. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas, il aime pas beaucoup qu'on le voit. Donc du coup, j'entends, il y a des moyens de contourner, ça donne vraiment de l'énergie. Autre que de voir vraiment se renier, au fait, au point d'être plus ou moins conscient de ce que l'on fait. Avec une fin assez tragique, oui, effectivement. Donc pour moi, ça c'est un très bon exemple justement de zone de génie et d'excellence d'une personne très très publique et très reconnue pour quelque chose où une partie lui donnait de l'énergie et une partie était très destructrice pour elle, au fait. Je suis désolée, je suis encore un peu confuse. Aucun problème. C'est très bien, j'apprécie d'ailleurs les questions. Ouais, j'essaie de vraiment... Moi j'adore comme drill, donc c'est très bien. J'essaie de vraiment comprendre au plus profond ce concept et j'aimerais aussi que les gens qui nous écoutent comprennent vraiment bien ce que ça implique. Oui, c'est subtil et c'est contre-intuitif c'est très subtil, et en même temps on ne nous a pas appris. Oui, c'est très nouveau. Ouais. Et depuis, je pense que la moyenne des auditeurs auront peut-être 30, 40 ans d'expérience après l'école, le premier jour d'école enfantine. Et il faut beaucoup de temps pour déprogrammer ça. Parce que pourquoi on était récompensé pour d'avoir visé ces zones d'excellence. Récompensé toute une vie. Ça nous a permis d'avoir des promotions, des bonus, de garder un travail, d'être bien en vue. Mais à un moment donné, je rencontre ces personnes dans des transitions de carrière, des personnes 40, 50, 55, 60 ans. Et quand elles comprennent ceci, c'est une assez grande révélation. Elles se disent « Wow, maintenant je comprends pourquoi à certains projets j'avais la niaque en rentrant le soir. D'autres, quand bien même j'étais reconnu, j'ai une personne qui m'a dit que si je dois réfléchir à quand j'avais vraiment du plaisir au travail, je dois revenir très très longtemps en arrière. C'est triste. C'est très triste. C'est triste. Très, très triste. C'est vraiment triste et c'est dommage parce que j'apporte pas moins en ayant du plaisir au travail. J'apporte plus. Même que si je regarde que d'un point de vue financier, en spécialisant les personnes, en maximisant leur temps dans leur zone de génie, elles vont être beaucoup plus efficaces. Elles vont rester beaucoup plus longtemps. Il y aura moins de tournus. À l'engagement, lorsque l'on interviewe des personnes à l'engagement,
Quand bien même les personnes n'auraient jamais entendu parler du concept de zone de génie, quand on leur demande de décrire ce qu'elles font, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'allume. Il y a une lumière dans leurs yeux, il y a l'énergie qui monte, il y a quelque chose de magique, la gestuelle. Et là, vous pouvez identifier. J'ai un participant qui m'a dit, il fait le tout premier cours d'intro, il me dit « Wow, maintenant je comprends pourquoi la semaine dernière, j'ai eu 2 interviews où je suis sorti complètement au taquet et une interview où j'étais totalement drainé. Quand bien même, sur papier, j'étais aussi bon pour les 3. » Sans même que les personnes comprennent le concept. D'un point de vue RH, vous pouvez l'utiliser pour différencier et vous aurez des gens plus engagés, beaucoup plus efficaces. Et aussi, vous aurez moins de cynisme dans l'équipe. Parce qu'au moment où il y a une personne qui s'use, qui est drainée, c'est contagieux. Puis une fois que le cynisme s'installe, alors ça, c'est très compliqué à éradiquer. Comme la bonne humeur est très contagieuse. Exactement, les deux. Oui. Et en interagissant avec des personnes autour de moi dans une ou l'autre des zones, je vais co-créer cette atmosphère au travail. Et cette atmosphère n'est pas héritée comme ça au bol, on a de la chance, l'équipe marche bien. Comme la même chose qu'on a de la chance d'avoir des bons jours, et la malchance d'avoir... Non, ça se contrôle. Ça peut se prévoir et ça se contrôle. Et on passe de l'espoir à j'ai un contrôle là-dessus. Et ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, quand on fait mesurer le temps moyen des participants dans leur zone de génie, c'est 10 à 15%. C'est une demi-journée par semaine. Au mieux. Au mieux, ouais. Alors, avec des chiffres tellement bas, ce n'est pas compliqué de les augmenter, de les faire croître. Si je passe même une demi-journée de plus dans mes zones de génie, je double le temps et immédiatement, ça a un effet ressenti sur l'efficacité de l'équipe, la personne elle-même, l'interaction avec ses collègues, même de l'extérieur de l'équipe. J'ai une participante qui a mis ça en place, cette méthode en place dans son équipe. Là, pas besoin d'en parler à l'extérieur. On est venu lui dire, mais attends, tu viens d'arriver là. C'est le Covid. Tu reprends une équipe, même pas les voir en personne. Immédiatement, l'équipe gèle. De l'extérieur, on voit ce qui se passe. T'as fait quoi là? Explique-nous. Puis du coup, ils ont commencé à parler de ça en interne. Donc ça se ressent, il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais je pense que le point qui est super intéressant, parmi les points que vous mettez en avant, qui est très intéressant, c'est de faire comprendre dans le domaine de l'économie que ça ne coûte pas plus cher. Au contraire, c'est bien plus rentable d'avoir des gens avec une équipe qui est motivée. Déjà, c'est pas évident. En plus, qui va être engagée. Ça aussi, c'est pas évident. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de turnover, des gens qui sont pas contents, et aussi des gens qui seront investis. Et ces choses-là, elles sont cruciales. Alors, elles ne se voient pas sur le papier, en effet, mais elles sont cruciales dans l'opérationnel au quotidien, en fait. Et je pense que si vous parlez à beaucoup plus d'entreprises ou à beaucoup plus de RH, c'est une vraie problématique qui ressorte. Enfin, même au niveau des employés, on n'a pas besoin d'aller au-dessus. Oui, on commence enfin à mesurer les coûts de l'absentéisme en Suisse, qui sont élevés. Il faut savoir que le présentéisme coûte 3 fois plus cher. Et l'absentéisme, en fait, c'est rien à côté. Exactement. Malheureusement, le présentéisme est plus difficilement mesurable, mais tout aussi, ou bien plus coûteux. Ouais. J'ai le souvenir de quelqu'un qui avait les cours à Genève et qui habitait à Lausanne et qui venait en cours et pendant toute la journée, il était sur son portable en train de régler ses factures, en train de jouer en ligne. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'il vient ? Alors oui, peut-être que vous allez me dire, il pouvait être sur son ordinateur et écouter le cours. Ou peut-être écouter à moitié, contrairement à moi qui n'étais pas souvent là, mais qui était là de manière... vos factures à la maison, c'est ça. Voilà. C'est beaucoup plus honnête, c'est bien. Mais quand j'étais là, j'étais vraiment là. Et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que le présentéisme n'est pas forcément une bonne chose. Oui, ça crée justement des ambiances extrêmement néfastes pour les personnes qui essayent de travailler. C'est contagieux, comme vous disiez, dans les deux sens, au fait. Et je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que ça affecte beaucoup plus de monde que ce qu'on croit, parce que si vous n'êtes pas bien la journée et que vous avez passé une très mauvaise journée, alors déjà, tous vos collègues vont être affectés. Et en plus, chacun des collègues qui va rentrer chez lui, il va affecter toute sa famille. Oui. Donc, ça peut facile faire entre 30 et 50 personnes qui ont leur soirée qui est complètement éclatée à cause peut-être d'une personne. Oui.
Et là, il y a encore d'autres. J'aime beaucoup passer en revue les parties prenantes qui sont influencées par la différence zone de génie et zone d'excellence. Et effectivement, il y a la personne elle-même, il y a ses collègues, il y a sa famille, il y a les clients. Et les clients. Il y a les clients internes, Ouais. les clients externes. Et finalement, la personne, tout employé qui a affaire à un quelconque client, qu'il soit interne ou externe, est ambassadeur de la marque. Ambassadeur. Et quelle énergie est-ce qu'elle porte? J'avais fait un atelier il y a quelques années avec une entreprise de 400 personnes. Et on a parlé de ces notions d'engagement des employés. Et à un moment donné, il y avait le CFO. Il y avait, dans la salle, il y avait les actionnaires, le conseil d'administration, le CEO et 2 membres du top management. Et le CFO arrête la réunion et dit « Vous savez, ce qui est quand même bizarre, quand on m'a engagé, il y a quelques mois, on a fait une demi-page dans un très grand journal, entreprise cherche CFO. » C'était une entreprise dans le retail. Il disait « Mais quand on engage des vendeurs, il y a à peine 2 lignes dans un tout petit insert quasi illisible. Mais finalement, c'est qui a affaire avec les clients ? C'est moi. » Et du coup, c'était une révélation. Ils ont mis en place tout un programme justement de passer, de plus appeler des vendeurs, des ambassadeurs et de leur donner les moyens, l'importance de convey, de donner cette énergie, je dirais, de la marque envers leurs clients. Et je me suis dit, mais attends, t'as intervenu une journée. Devant, il y avait quoi, 8 personnes dans la salle. Dans les mois qui suivent, ça influence 400 employés, ça influence leur famille, on est déjà à 1000. Et puis, chacune des personnes voit de nombreuses autres personnes dans la journée. Et leur entourage, leur et famille, leur entourage, leurs clients. leurs clients, leurs fournisseurs et tout ce qui va avec. En une journée, oui. Ouais. Et pour moi, c'est ça la beauté d'avoir un travail qui a une influence sur les personnes autour de moi. Qui a entre le début et la fin d'une journée, je peux vraiment changer l'expérience de 1000 personnes. Alors justement, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Alors, comme on a dit, je reviens sur cette zone de génie parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris C'est bien. toutes les dimensions qu'elle implique. Donc, quand on commence à l'école, on se base sur les performances. C'est juste. Il faut acquérir certaines connaissances. On est noté dessus, on a des examens, etc. On ne met pas forcément en avant nos qualités humaines et je ne sais pas comment on appelle ça, donc du coup les dons ou les talents naturels qu'on a, c'est ça? Alors, en gros, on est poussé vers, on agrège génie excellence. C'est pas qu'on nous dit il ne faut pas passer du temps dans ces zones de génie, mais comme on ne comprend pas la différence, et que malheureusement, il y a quelque chose dans l'inconscient collectif calviniste, je dois mériter mon salaire, mon poste. Donc, du coup, je vais maximiser mon temps dans quelque chose de difficile. Si je viens, puis que je suis complètement au taquet, wow, c'est génial, je suis super bien payé, puis j'ai du plaisir, et puis d'ailleurs, je me réjouis déjà d'aller au travail demain matin, ça peut, pas toujours, mais ça peut être mal perçu par les collègues, par le boss. Attends, comment tu souffres pas là? Il y a quelque chose qui va pas là. Exactement. Donc, du moment que je pense ça, du coup, je vais automatiquement maximiser le temps dans les choses où on me donne du travail, excellence, mais en même temps qui m'endraine. Donc, tant que j'aurai cette croyance que je dois souffrir pour mériter le poste que j'ai, dès lors, je vais automatiquement maximiser mon temps de mes zones d'excellence et pas de mes zones de génie. C'est pas pour rien qu'on est à 10%, 15%. Et il y a aussi dans l'imaginaire collectif que plus je souffre, plus je suis mieux payé. Ouais. D'ailleurs, je vois en entreprise souvent, plus les personnes sont haut placées et plus c'est difficile pour elles, parfois même d'admettre, de comprendre, lorsqu'elles sont en poste. Je vais revenir après quand elles sont plus en poste, c'est autre chose. Mais lorsqu'elles sont en poste, je suis tellement bien payé. Tellement de personnes en dessous de moi, autour de moi, aimeraient avoir mon poste. Je ne vais pas encore dire que là, c'était pas hyper fun aujourd'hui. Au contraire. À la limite, c'était pas assez dur. Donc du coup, si on me donne une tâche qui vraiment me donne l'énergie, au fait, je vais vite la faire sur un coin de table pour pouvoir enfin me concentrer sur les choses difficiles où je mérite. Et c'est là où ça se joue. Et là, il y a quelque chose de même assez grave, je dirais. Ah oui, c'est grave. C'est grave avec les conséquences. Mais on le fait tous. Et on le fait, moi je l'ai fait, j'ai eu la chance d'aller trop loin pour vraiment devoir me poser les questions. C'est ce que j'ai appris, Et j'étais vraiment étonné à quel point ça résonnait autour de moi quand j'ai commencé à en parler ouvertement. C'était pas facile, bien sûr.
Mais une fois que j'en ai parlé, de voir le nombre de personnes qui ont vécu des choses similaires, qui étaient peut-être sur le point de vivre quelque chose de similaire et qui ont pu s'arrêter plus tôt que moi, mais aussi qui comprenaient les bases. On parle beaucoup du traitement de la maladie mentale. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup plus à faire dans la prévention. Et pour moi, c'est des aspects préventifs qui sont beaucoup, beaucoup moins chers, beaucoup moins coûteux en argent, mais aussi en temps, en énergie. Et quand bien même la personne ne devait pas tomber malade, il y a forcément quelque chose de positif. Même la personne qui ne serait pas tombée malade va quand même profiter de cette compréhension de ces zones de génie. Dans la médecine orientale, où on va vraiment dans la prévention. Exactement. Parce qu'une fois qu'on a le symptôme, c'est déjà trop tard. C'est déjà qu'on trop n'a tard. pas bien fait notre travail en amont. Ouais, j'entendais des médecins chinois qui sont payés tant qu'on est en bonne santé. Oui, le moment exact. où on tombe malade, bah, t'as pas fait ton travail, je vais pas encore te payer. Exact. C'est assez contraire à la médecine chez nous. Ouais, mais c'est très logique. C'est tout à fait logique. C'est une autre logique, mais elle est bien meilleure si ça se trouve. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est exactement, ça rejoint ça. Et je trouve d'un point de vue préventif, il y a énormément de travail à faire et le calcul est quand même relativement vite fait. Quand on commence à prendre en compte ne serait-ce que les coûts de l'absentéisme, on multiplie par 3, on a le coût du présentéisme. Ça donne déjà une idée. C'est pas un atelier, une formation qui va contrebalancer ces coûts-là. Alors, les personnes qui font un burn-out, c'est quoi? C'est que, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que quand on fait un burn-out, c'est que bon, on a trop pris sur soi, mais c'est que ça joue aussi dans la personnalité. C'est que peut-être qu'on n'a pas su dire stop. Est-ce que dans cette zone de génie, cette approche-là, on aborde aussi comme ça le burn-out ou c'est vu autrement? Oui, alors effectivement, donc, en maximisant son temps dans ces zones d'excellence, il y a 4 termes, 3 issues. C'est bore-out, donc l'ennui, ce qui va créer le présentéisme. Okay. Ou alors, effectivement, le burn-out, on pourra y revenir, ou alors le wear-out, juste l'usure. Okay. Donc il y a des personnes, peut-être plus malignes que moi, qui savent s'arrêter à l'usure, et puis qui ne vont pas jusqu'au burn-out, mais en gros, c'est une première étape vers le burn-out sans forcément arriver à un burn-out clinique. Et donc les personnes sues se désengagent, du coup il y a de la rotation de personnel, sans forcément que toutes les personnes qui partent soient en burn-out. Mais donc wear-out, bore-out ou burn-out, c'est ça les 3. Quand on passe du temps dans la zone d'excellence. De toute façon, les 2 en dessous, on ne passe pas du temps. Donc en fait, celle-là, c'est pas un problème. D'ailleurs, on peut avoir de l'énergie dans ces zones d'incompétence ou de compétence. On ne va pas rester longtemps dans ces zones-là. Si on donne de l'énergie, on va tout de suite passer à une zone après. Mais il y a un tronc commun, incompétence-compétence, qui ensuite va vers excellence ou génie, si on veut. Est-ce que vous pouvez juste donner un exemple pour être sûr qu'on ait tous compris? Oui. Le fait d'être énergisé quand on est dans la zone d'incompétence ou de compétence? Oui, alors par exemple, moi j'aime beaucoup apprendre. Moi je dis je suis un binge learner. To binge en anglais, ça veut dire trop manger, trop boire. Moi j'ai besoin d'apprendre, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque à moi. Et donc quand j'apprends, il y a plein de choses que je vais faire que je ne sais pas au début. Là, je suis en train de monter une entreprise dans un autre domaine. Il y a des tas de choses que je dois apprendre par rapport aux assurances, etc. Comment engager des personnes, qu'est-ce qui se passe si la personne part, etc. Je ne suis pas bon, mais au fait, ça me donne de l'énergie. Simplement parce que je ne l'ai pas fait assez souvent. Mais à force de l'avoir fait plein de fois, après, je serai moyen ou très bon. Et là, vous aurez atteint peut-être l'ennui, c'est ça? Alors, au bout d'un moment, si ça ne me donne pas de l'énergie, je vais m'ennuyer. Ça, effectivement. Si ça me donne de l'énergie, je pourrais le faire quand même très longtemps, beaucoup plus longtemps avant de m'ennuyer. Et jusqu'à arriver à sa zone de génie? Alors, comme ça me donne de l'énergie, je vais arriver dans ma zone de génie, oui. Ouais, vraiment le différenciateur. Et au fait, alors, c'est un petit peu contraire. Il faut peut-être que je passe un tout petit moment pour expliquer comment identifier ces zones de génie. Pour soi, au fait, c'est presque impossible. Ça paraît très bizarre, mais pour soi, c'est presque impossible. Moi, parmi mes zones de génie, c'est le coaching, c'est la formation, par exemple. C'est le fait d'arriver dans une organisation puis ressentir très, très rapidement ce qui se passe, ce qu'on pourrait changer d'un point de vue organisationnel pour que les informations passent de manière plus fluide. C'est comme si j'arrivais puis qu'il y avait imprimé en 3D par-dessus l'org chart des changements potentiels. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. D'accord? Donc, là, moi-même, je n'avais aucune idée que c'était mes zones de génie. Je vais donner un exemple. Quand j'étais dans le monde corporate, j'ai passé 17 ans multinational. Un jour, il y a un vendeur qui n'a pas pu donner une formation. Et il m'est venu me voir, il m'a dit « Écoute, je suis vraiment embêté, est-ce que tu pourrais donner une formation ?» Je n'avais jamais donné de formation de ma vie. J'avais 0 jour de comment former des adultes dans ma vie. Je connaissais le produit, je t'ai donné la formation. Et puis, comme j'aime bien avoir un petit peu de retour, je t'ai demandé au responsable formation comment ça s'est passé. Il dit « Écoute, je te partage ta note avec la note de toutes les autres personnes qui ont aussi donné des formations, de manière anonyme. » Et j'étais numéro 1.
Et j'ai fait ça 5-6 fois de suite, j'étais toujours numéro 1. Et je me disais, mais attends, je sais pas, donner une formation, c'est facile, je vois pas où est le problème. Vous me donnez un sujet, 10 minutes, il y a 20 personnes, 50 personnes, je donne la formation, c'est pas un problème. Et je voyais des collègues qui, la nuit d'avant, ne dormaient pas, que c'était totalement décousu, que je voyais absolument pas le fil. Mais pour moi, franchement, je savais pas que c'était quelque chose, on peut dire, de naturel. J'aimais beaucoup expliquer, mais je n'ai jamais donné de formation. Mais en fait, c'est vraiment mon entourage qui a dû me le dire. Moi, j'ai 0 certification en formation d'adulte aujourd'hui. J'ai 0 certification en coaching aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de coaching, j'ai fait beaucoup de thérapie. Et pourtant, toutes les semaines, je reçois des demandes. Toutes les semaines. Et les zones de génie, ça doit vraiment être mon entourage qui me le dit. Parce que pour moi, c'est tellement facile, tellement naturel, ça me donne tellement d'énergie que non seulement je ne me rends pas compte que c'est spécial pour moi, que c'est quelque chose qui me différencie des autres, que c'est une tâche spécifique dans laquelle je suis, on peut dire, naturellement énergétisé, donc devenu bon, mais du coup, je ne vois pas ça comme un travail. Donc du coup, je n'ai pas même mérité d'être payé, je ne vais même pas donner de la visibilité. Pourquoi est-ce que je donnerais la visibilité à des formations que tout le monde sait le faire? Parce que c'est tellement facile pour moi. C'est bien ça le drame. Donc tant que je n'aurais pas vraiment compris et identifié, pour moi, mais la difficulté, c'est que moi-même, je ne peux pas le savoir parce que c'est trop facile pour moi. Donc du coup, je dois demander à mon entourage. C'est que mon entourage, au fait, qui peut me dire. Alors, il y a une autre méthode, je peux mesurer le temps, heure par heure, que je passe dans la semaine et voir après chaque tâche, est-ce que j'ai plus d'énergie ou moins d'énergie. Ça, c'est un moyen d'identifier pour soi effectivement ces zones de génie. Le gros risque ici, c'est que peut-être qu'une zone de génie très importante que je pourrais apporter, qui aurait une influence très grande autour de moi, peut-être que je la ferais pas du tout ou très peu. Exemple, moi je donnais des formations, je crois que c'était 2 heures tous les 6 mois, à moins que par hasard je tombe sur cette semaine-là avec ce jour-là, puis que je prête vraiment attention, j'aurais jamais su que la formation c'était mon truc. Donc je peux le mesurer heure par heure pendant une semaine, ça va me les faire émerger pour les tâches que, je vais dire par hasard, je fais pendant cette semaine-là. Ça me donne une bonne vue sur le pourcentage de temps que j'y passe, mais ça va pas me permettre de les identifier dans le monde dans lequel je travaille. Mais est-ce qu'un moyen de les identifier serait de voir justement le sentiment que ça nous procure ou justement la non-pas-fatigue? Alors oui, ça oui, ça pour autant, c'est exactement oui ce qu'on discutait avant, pour autant que je fasse ces tâches-là. Dans mon cas, si je coach pas, si je devais pas, au monde corporate, je coachais pas, je formais 2 heures par 6 mois, je fais des tas d'autres choses, mais il faut vraiment que je tombe sur la semaine et le jour où je fais de la formation pour m'en rendre compte. C'est un tellement petit pourcentage. Par contre, il y a encore une personne qui s'est inscrite à ma formation, un collègue d'MBA d'il y a maintenant 12 ans, je crois, oui, 12 ans, ok. Il s'est inscrit, mon collaborateur l'a appelé pour s'assurer qu'il avait bien compris. Il a dit, ah mais c'est bien André qui donne, moi je vais être avec André. Et pourtant, à l'époque, je ne formais pas d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui se souvient très bien de moi. Peut-être que moi, je suis très bonne dans le pilotage de drones, mais peut-être que j'en ferai jamais dans ma vie. Alors, comment je fais pour savoir ça? Super, ouais. Alors, en fait, il y a une déconstruction à faire. Je peux peut-être expliquer un tout petit peu la méthode. Donc, premièrement, c'est de demander aux personnes autour de soi qu'est-ce qu'elles nous voient faire qui est très, très facile pour nous, mais difficile pour elles. Et là, on demande à 20 personnes, chaque personne donne 3, 4, 5 retours. Donc on arrive avec 60, 80, 100 retours. Et les participants me disent, mais ça, c'est juste cette partie-là, avant même de commencer le premier volet de la formation, c'est un tel cadeau, c'est tellement incroyable, que juste ça vaut la peine de faire l'atelier. Et c'est un petit, on dirait presque un trésor, au fait, qu'on reçoit de la part de notre entourage. Des gens parfois qui ont été licenciés, qui se posent énormément de questions par rapport à leur avenir professionnel, qui souffrent dans le poste dans lequel elles sont, elles ne savent pas comment partir, où partir. Elles reçoivent ça, c'est vraiment de l'or. Et les personnes autour de nous doivent nous dire ce qu'elles voient en nous qui est très facile mais difficile pour elles. Mais après, c'est quand même à nous de séparer les zones d'excellence des zones de génie. Si j'étais promu COO, c'est bien parce que les personnes autour de moi voyaient que j'étais bon en gestion de personnes, de problèmes, de produits, etc. Donc, de projets. Donc, c'est quand même à moi de trier les zones d'excellence des zones de génie. C'est un peu le contraire d'une grande entreprise. Quand moi, je vais en grande entreprise, je dis, voilà mon parcours, voilà mon expérience, voilà ce que je sais faire. Et du coup, les personnes disent, ok, très bien, vous savez faire ABC, du coup, travaillez dans ABC.
OK, et c'est elles qui vont nous donner les tâches. Là, en fait, c'est le contraire. C'est moi, je dois demander à l'entreprise ou à mes collègues qu'est-ce qu'elles me voient faire, mais ensuite, c'est à moi de séparer les tâches qui vont me donner de l'énergie ou pas. Donc, les deux, c'est croisé par rapport à la méthode standard de l'entreprise. Mais est-ce qu'on peut dire que la zone d'excellence, c'est les hard skills qu'on acquiert avec le temps et les soft skills, c'est la zone de génie ou même? Non, alors je pense que les soft skills s'acquièrent aussi avec le temps, d'ailleurs, hein. Donc non, alors peut-être que dans mon cas, coaching et formation sont plutôt basés sur des soft skills, mais il y a des hard skills qui s'acquièrent aussi. Je joue au tennis, ben, si on prend l'exemple de Federer, je pense c'est presque plus hard skills, en fait, que soft skills, et pourtant il était clairement dans ces zones de génie. Donc là, il n'y a pas forcément de corrélation. Par contre, le processus, donc d'abord demander aux personnes autour de soi, et ceci nous permet d'identifier nos zones de génie et d'y séparer les zones d'excellence. Ensuite, mesurer le temps qu'on y passe déjà aujourd'hui pour se rendre compte qu'en moyenne, c'est très, 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 très faible. Et ça, c'est un peu trois moments wow. Le premier, c'est wow, mes zones d'excellence sont très différentes de mes zones de génie. La seule ressemblance, c'est que je suis meilleur que ceux autour de moi dans ces tâches-là. Mais sinon, c'est totalement différent. Comment je vais me sentir en fin de journée, quel niaque je vais avoir, comment je vais interagir avec les personnes autour de moi, quelle efficacité je vais avoir, quelle endurance je vais pouvoir avoir. Tout ça, c'est totalement différent. Ensuite, le deuxième wow, c'est aujourd'hui, je passe X% de mon temps dans mes zones de génie seulement. Et c'est pas pour rien que le soir, je suis fatigué, découragé, que je me pose vraiment la question si je vais rester ou pas. Est-ce que même ce type de travail est fait pour moi ou pas? Et puis, le troisième moment wow, c'est de voir que derrière chaque tâche pour laquelle je peux être reconnu, il y a quelque chose à déconstruire. Par exemple, faire voler des drones, en fait, on déconstruit ça. On utilise un modèle de Lego Serious Games et on désassemble ce qu'il y a à faire voler un drone. On peut essayer de le faire ici, par exemple, hein. Faire voler un drone, c'est quoi derrière comme skills? C'est avoir une bonne vision de l'espace. C'est potentiellement, si moi je dois trouver des clients, c'est interfacer avec des clients, c'est aller repérer des lieux, c'est être à l'extérieur, c'est ressentir quelle image pourrait être. En fait, tout ça, c'est mis dans faire voler un drone, mais en fait, on peut déconstruire et du coup, avec les parties qu'il y a dessous, je peux les assembler de manière complètement différente. Et les gens, peut-être, le rêvent d'aller faire voler des drones, mais en fait, elles ne se rendent pas compte qu'il y a des choses derrière qui sont hyper utiles, qu'elles peuvent probablement même utiliser dans leur entreprise actuelle. Admettons que j'adore faire voler des drones parce que je veux vraiment rencontrer des personnes qui ont un vrai besoin, les comprendre, aller faire un scouting sur le lieu de vol avec elles, voir par où c'est qu'on peut passer, ressentir la personne, etc. Au fait, ça a assez peu à voir à faire voler le drone. Je pourrais limite engager quelqu'un d'autre pour le faire voler après, ou même qu'avec un programme intelligence artificielle, donner un parcours, puis il le fait. J'ai même plus besoin d'être là. Mais il faut voir vraiment ce qu'il y a derrière. Et de nouveau, là, je suis un peu fâché, au fait, avec le système éducatif, hein, parce que je trouve qu'il nous aide pas du tout à identifier ces différents niveaux. C'est vraiment très, ah oui, ok, faire voler un drone, d'accord, boum, tu fais ABC, tu fais le cours, puis ensuite, tu fais un apprentissage, puis boum, tu fais ça. C'est d'aller voir derrière, mais au fait, changer ces niveaux d'abstraction, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière faire voler un drone, ou avec que je suis vraiment au taquet dans ABC, qu'est-ce que je peux faire avec ABC? Comment je peux assembler ABC? Et à un moment donné, on fait dans les ateliers, à tour de rôle par équipe de 3-4 personnes, on fait afficher les zones de génie des participants et les autres personnes du groupe, en 3 minutes, font émerger des idées. Des idées de comment se faire rémunérer pour ces aspects-là. Et il y a des choses incroyables qui sortent. On fait 2 fois 3 minutes et les personnes partent avec en moyenne 20 idées, on pourrait dire 20 métiers, dont certains n'ont rien à voir avec ce que la personne fait aujourd'hui, mais rien du tout. 2 fois 3 minutes, 20 métiers différents. Et 20 métiers rémunérés. Ça doit être très déstabilisant. Oui, alors ça peut être vu... alors parmi les 20 idées, il y en a certaines auxquelles les personnes ont souvent déjà pensé. Il y en a certaines que, ouais, c'est totalement out of this world, puis ça ne m'intéresse pas du tout, puis c'est trop... Et par contre, il y en a des où, wow, ça, j'avais pas pensé. C'est un peu difficile de pouvoir... C'est pas évident comme move, ça paraît pas complètement évident. Par contre, après, on met en place un plan d'action, 5 étapes, sur 6, 12, 18 mois, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et là, on va voir justement quelle zone de génie est-ce que je vais utiliser. Est-ce que j'ai des contraintes? Est-ce que j'ai des besoins personnels, financiers, géographiques, de temps, etc.
Et puis, quels aspects spécifiques du marché, quelles tendances du marché est-ce que je peux m'appuyer pour faire ce changement? Moi, des grandes tendances sur lesquelles je m'appuie maintenant, c'est besoin de sens au travail, c'est l'intergénérationnel, c'est les gens sont plus d'accord de travailler dans des choses qui juste d'être payés pour quelque chose où elles voient pas le sens, où elles rentrent totalement lessivées le soir. Comment est-ce que les clients sont traités? Est-ce que je vais dans mon travail aider les clients à se sentir bien, être respectés, ou est-ce que je participe à la maltraitance du client simplement parce qu'il est obligé de prendre mes services? Ça c'est toutes des tendances sur lesquelles ces projets peuvent s'appuyer, au fait. Donc on va identifier ces tendances-là. Et on met en place vraiment ce plan d'action. Et les ateliers se passent en 3 demi-journées, mais après on se retrouve 1 mois, 2 mois, 3 mois après. À la fin du 3e atelier, les participants prennent un engagement vis-à-vis des autres participants, pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, puis disent, d'ici la prochaine fois, pour mon projet, j'aurai été interviewé 10 prospects, et j'espère avoir signé 3 contrats. Super, Jean, ok, on se retrouve 1 mois après. Alors, Jean, ça se passe. Je suis au taquet, là, j'ai vu 20 prospects, d'ailleurs, il y en a 5 qui ont signé, d'ailleurs, je suis déjà en train de chercher. Il n'y aura pas quelqu'un, là, qui a ça comme zone de génie? Du moment que l'on voit les personnes au travers de leur zone de génie, il y a quelque chose de magique qui se passe. D'ailleurs, dans presque toutes les cohortes, on en a 25e, là, je crois 25e, 26e, il y a des personnes qui se retrouvent à un moment donné, qu'est-ce qu'on pourrait monter comme business ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, est-ce qu'une photographe qui était engagée par une personne qui travaillait pour une multinationale, parce qu'ils voyaient ça en elle. Du moment que je perçois les personnes au travers de leur zone de génie, sous l'angle de leur zone de génie, dès lors, je voudrais travailler avec elles, d'une manière ou d'une autre. Donc, dans presque toutes les cohortes, les gens sont retrouvés ou dans une relation fournisseur-client ou dans une relation, on monte quelque chose ensemble. On a d'ailleurs des réunions des alumni où les anciens se retrouvent et puis il y a des meilleures pratiques qui sont mises en place pour savoir comment maximiser mon temps dans mes zones de génie, ce genre de choses. Donc les 3 wow, c'est le premier, les zones de génie ne sont pas du tout les zones d'excellence, sont totalement différentes. Le deuxième, c'est le temps que j'y passe aujourd'hui. Puis le troisième, c'est comment les assembler de manière nouvelle. Parce que dans le monde du travail disrupté, je vais être assez direct. Le fait d'être excellent en X, c'est une commodité. Vous me donnez X, je vais pouvoir trouver des personnes. Moi, j'interviens en outplacement pour des gens qui ont des carrières mais incroyables. Incroyables. C'est pas forcément facile pour ces personnes-là de retrouver du travail. Donc, le fait d'être bon X, c'est une commodité. Quand on fait du commodity trading, si je vais vendre du riz, de la bauxite, il y a une qualité minimale, mais après, ça ne joue que sur le prix. Ne vous faites jamais commoditiser. Jamais. Et le fait de connaître ces zones de génie, de connaître, on pourrait dire, ses points forts, mais ce n'est pas juste le fait d'être bon là-dedans, ces points forts qui fait que ça transpire de moi. Une fois que je les comprends, une fois que je communique là-dessus, dès lors, l'entourage le reconnaît et voudra me spécialiser là-dedans. Et du moment que je suis spécialisé là-dedans, je peux faire plein de moves latéraux. Le jour où mon département ferme parce que j'étais automatisé, puis que de gérer des portfolios d'actions à la main, ça se fait de moins en moins. Du moment que l'intelligence assistée, remarquez que je ne dis pas artificielle, Oui. remplace ces personnes-là, quelles sont vos zones de génie pour pouvoir aller sur un marché du travail disrupté? Comment faites-vous pour ne pas être commoditisé? Bien sûr, vous pourrez peut-être trouver du travail dans la même chose ailleurs, mais après c'est une question de temps. Les plus grands commencent par changer, et puis les moyens, puis les petits. Est-ce que je suis en avant de la courbe de changement ou est-ce que je cours derrière et puis ma foi on m'impose l'avenir? Oui, c'est vrai que ça nous oblige, et c'est très bien, je pense, à se voir autrement et à voir, peut-être se voir en termes de plus-value qu'on peut apporter sur le marché. J'ai l'impression que la manière comment on se voit, c'est comment est-ce que je peux répondre à ces tâches. Les offres d'emploi, quand elles sont publiées, c'est « nous avons besoin de quelqu'un qui peut répondre et qui peut exécuter ces tâches-là, 1, 2, 3, 4 ». Et c'est important, et c'est ce qu'il faut. Peut-être que les indépendants, peut-être qu'eux, ils réfléchissent plus comme ça en termes de plus-value. J'arrive sur le marché, et les fintech aussi, j'arrive sur le marché, quelle est la plus-value, quel est le problème que je peux résoudre? Et ça, en tant qu'employé, on a peu de marge de manœuvre là-dessus, j'ai l'impression. Engagez-moi parce que je peux répondre à 1, 2, 3, 4 comme ce que vous avez demandé. Mais on ne dit pas « bonjour ». Je peux répondre à vos besoins et je peux vous apporter bien plus, comme 1, 2, 3, 4. Oui, alors il y a beaucoup de questions sous-jacentes par rapport à ça. Alors peut-être le premier commentaire,
je préempte une question potentielle de votre part ou du public. Parfois, on me dit, ouais, ok, ton concept des zones de génie, c'est très bien, bon, ça marche parce que t'es indépendant, tu sais, les employés, ils n'ont pas le choix, on leur dit ce qu'il faut faire, puis voilà. C'est ça, on n'a pas le choix. C'est super intéressant parce que quand je parle aux indépendants, on me dit, mais tu sais, ce concept de zone de génie, ça marche pour les employés. Moi, je suis indépendant, je suis obligé de faire ABC. C'est très intriguant. Alors, je vais être assez direct. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Et moi, je me suis très, très rapidement spécialisé dans mes zones de génie. Et avant d'émettre ma toute première facture, j'ai engagé une comptable. Et vous avez bien compris que la comptabilité, pourtant j'étais prof reconnu de finance, mais la comptabilité, c'est vraiment pas mon truc. Et je sais que ça m'aurait tellement, tellement drainé d'énergie. Et tellement gonflé, et juste vous en parler là, ça me gonfle. Okay. Que du coup, j'ai engagé une comptable avant même d'émettre ma première facture. J'ai fait très attention à me spécialiser dans les choses qui me donnaient de l'énergie. En tant qu'indépendant, c'est absolument nécessaire. Pourtant, j'entends plein d'indépendants qui font la réflexion contraire. Non, je suis indépendant, je suis obligé de tout faire. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on tient, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est là où les gens suivent, justement. Donc, ouais, alors, c'est possible pour tout le monde. Mais il faut y croire, et si j'y crois pas, évidemment, il y a peu de chances que je puisse le mettre en pratique. Mais ça, vraiment, c'est une croyance, c'est une chose qu'on travaille énormément dans les ateliers, c'est les croyances. Si je crois que je dois souffrir au travail pour être bien payé, si je crois que si j'ai du plaisir, du coup, je risque mon poste et je serai mal vu, bah évidemment, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Mais c'est pas compliqué d'aller, déjà, se rendre compte de ses croyances, je pense que c'est pas évident. Une fois qu'on s'en est rendu compte, d'aller à l'encontre de ses croyances parce qu'on a tout l'entourage qui, lui, est encore dans cet état d'esprit et qui veut nous tirer vers lui parce que du coup, ça va mettre l'autre inconfortable de remettre tout ça en question. Ah, j'adore. Maintenant, now we're talking. J'adore. Voilà. Ouais. Alors, super. Alors, effectivement. Alors, c'est possible que mon entourage voit des choses d'un autre œil, mais je peux aussi choisir mon entourage. Moi, je vous dis ouvertement, en communiquant super clairement sur qui je suis, sur ce que je fais, j'attire et je repousse un certain type de clients. Okay, dans les ateliers, il y a déjà eu 2 participants qui sont intervenus sur ce podcast, Maxime Lagan et puis Arnaud Barry. Ouais, Barret. Et on a hyper cliqué. Et en communiquant super clairement sur qui je suis, du coup, je vais attirer des personnes. Mais au fait, j'ai compris que dernièrement, donc indépendant, il y a quand même une petite pression sur les finances pour les personnes qui nous écoutent, qui sont indépendantes, qui connaissent très bien ça. Et du coup, on pourrait avoir tendance à prendre parfois des clients qui ne nous conviennent pas. Mais au fait, à long terme, ces clients vont nous bouffer de l'énergie, ils vont pas être contents, et c'est vraiment un très mauvais choix. Mais au fait, pour attirer des clients, un vrai aimant qui attire, tout aimant qui attire repousse aussi. C'est pas possible d'avoir un aimant qui attire seulement. Et du coup, moi, il y a sûrement des tas de gens qui m'aiment pas du tout, qui trouvent que j'ai fumé la maquette, qui trouvent que ça s'applique pas du tout, que je peux être tout dans la virelle, que dans leur travail, c'est pas possible. C'est possible, c'est votre croyance, et vous allez vraiment la confirmer. Et je ressens beaucoup de tristesse en pensant à ça, parce que je me vois moi-même penser ces mêmes choses. Et j'ai eu la chance d'être à l'hôpital. Et j'ai eu la chance de vivre cette expérience très difficile pour me rendre compte que je pouvais et devais changer quelque chose. Et je le souhaite à personne, parce que c'était vraiment une expérience très très difficile, mais si je peux n'aider qu'une personne à vivre ce que j'ai vécu après sans devoir passer par là, je pense que... C'est intéressant de dire que j'ai la chance d'avoir vécu ce drame. C'était un mal nécessaire. Ouais, c'était un mal nécessaire pour moi de comprendre qu'est-ce que j'en ai fait. Et tout, côté personnes se font licencier, et j'en rencontre beaucoup. C'est mon travail d'accompagner ces personnes-là. Après une phase de deuil, il y a aussi une phase de renaissance. Et de voir qu'est-ce que je peux mettre en place. Et c'est pour ça que je pense que ces outils de zone de génie sont aussi puissants pour reconstruire cette carrière d'après. Et laisser tomber ce qui ne nous convenait pas. Les croyances, le gros avantage des croyances, au fait, c'est que je peux en avoir une ou son contraire, je vais forcément vivre le résultat de cette croyance. Donc les croyances vont créer un monde auquel je serai constamment exposé, je veux dire confronté, non, parce que les croyances peuvent être tout à fait positives,
en croyant que c'est possible de créer un monde différent de celui qu'on a eu jusqu'ici, et qu'il y a d'ailleurs plein de personnes qui le co-créent déjà autour de moi. Et en le communiquant très clairement, ces personnes-là, je les rencontre. Elles viennent à ma rencontre. J'ai même plus besoin d'aller les chercher. Quand j'avais peur d'exprimer ce que je pensais vraiment, parce que je pensais que ce serait mal vu, que du coup j'aurais plus de travail, je crée aussi ce monde-là. Et C'est je le vrai. vivais. Et ça se ressent après. Et ça se ressent, ouais. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a justement, on peut dire, un changement de paradigme, où il y a une prise de conscience peut-être collective? Je ne sais pas si c'est une question de génération, je ne sais pas si c'est une question de réseau, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je le constate, et peut-être que vous aussi, les gens ont besoin de faire plus de sens à ce qu'ils font. Les gens ont besoin de... Ouais, sont en quête de sens, veulent plus faire juste pour faire, plus... Alors bien évidemment, le salaire reste toujours quelque chose d'important et c'est normal, mais pas que, pas que. Parce qu'à un moment, je pense que c'était l'unique chose et peut-être aussi le statut, le m'as-tu vu, etc. Et aujourd'hui, on va vers des choses plus profondes. À votre avis, c'est dû à quoi? Alors, c'est très intéressant. Moi, je le constate, ce revirement très, très fort. Justement, je pense que dans des métiers comme les vôtres, vous êtes plus au front et vous devez plus les voir, ce genre de choses. Oui, maintenant, je mets un autre angle là-dessus. Moi, je le constate très, très fort. Est-ce que c'est parce qu'il y a un gros changement de fond ou est-ce que c'est parce que je communique beaucoup plus clairement et ces gens viennent à moi? On peut se poser la question. Je pense qu'il y a des deux. Alors moi, je disais au niveau sociétal, Bien sûr, je remarque sur les réseaux, etc., que oui. Oui. Alors oui, dans ce sens-là, c'est vrai. Ouais, Est-ce tout que à vous le fait. remarquez plus parce que ces gens-là viennent plus à vous Ouais. ou vous le remarquez parce qu'il y a effectivement cette... Je pense qu'il y a les personnes osent beaucoup plus s'exprimer. Je me souviens, que ça fait 12 ans maintenant que j'avais ou une start-up ou je suis indépendant. Donc il y a 13 ans, j'étais en multinationale. Il y a 13 ans, de parler d'aspect humain, de développement personnel, c'était au mieux quelqu'un de bizarre, au pire quelqu'un qui a vraiment, vraiment des gros problèmes. Exact. Aujourd'hui, de ne pas en parler, c'est au mieux quelqu'un de bizarre, au pire quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes. Exactement. C'est incroyable quand même Exactement. en 13 ans, comme ça a changé. Mais tant mieux. Et tant mieux, et c'est super. C'est un bon changement. Oui. Ouais. Et d'un point de vue générationnel, je pense qu'effectivement, on a eu beaucoup de chance qu'une génération montante, entrant dans le monde du travail, a ouvert ses portes et a apporté ses besoins. Et au fait, ces besoins, ensuite, sont reconnus par les autres générations. Et les personnes en fin de carrière ont en fait les mêmes besoins quand on fait du coaching en 1, quand on fait du coaching en groupe. Régulièrement, je suis chaque fois ému dans les groupes, des personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui ne sont jamais rencontrées, qui se présentent dans les 20-25 premières minutes. Les personnes s'ouvrent, il y a des émotions qui s'expriment, des personnes en larmes qui disent qu'elles sont en train de vivre, des larmes de joie aussi. Elles ne sont jamais rencontrées. Elles ne sont jamais rencontrées parce qu'on met en place un espace de sécurité psychologique très très élevé où les personnes peuvent se dévoiler. Et si moi je me dévoile à vous, comme je l'ai fait avant, du coup je vais créer cette ouverture vers l'autre personne. Si moi je montre un côté de fermeture, du coup je vais recevoir un côté de fermeture. Et ça va mettre tout le monde en confiance. Exactement. Exactement, de la même manière. Donc, je pense qu'il y a un gros changement sociétal. Et quand bien même il n'y en aurait pas du tout, au fait, ça m'est égal. Ça m'est égal dans le sens, je pense que c'est très bien qu'il y en ait un, je pense que c'est même plus que nécessaire, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup trop loin dans un système et le balancier va revenir. Et les personnes qui croient encore à l'ancien système risquent d'avoir des difficultés à voir un nouveau système émerger. Ça, c'est plus que clair. Mais quelque part, moi, je rencontre régulièrement beaucoup de personnes dans ce nouveau paradigme. Et ces personnes co-créent un environnement. Il y a une nouvelle terre, une nouvelle manière de faire qui existe déjà. Et quand on me dit, oui, mais bon, quand même, la grande majorité des entreprises ne marchent pas, mais c'est égal. Avec ça, on en serait encore à la préhistoire. S'il fallait attendre que la majorité fasse d'abord un changement pour que, non, il y a des précurseurs, et voilà. Mais en fait, des précurseurs, il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais si je reste, moi, tapis de mon coin, à pas oser exprimer en quoi je crois et mes propres besoins, du coup, évidemment, je ne vais pas les rencontrer. Et je vais de nouveau subir l'entourage que j'aurais co-créé. Là, je vais être très direct. Moi, en restant dans la multinationale où j'étais pas bien,
et que je touchais un bon salaire, bien au chaud avec mon poste, j'ai aussi participé au problème. J'ai aussi profité de ça. J'ai aussi co-créé. Et en partant, du coup, j'ai créé autre chose. Et dire que l'environnement ne me convenait pas, ou était pourri, ou des mots plus forts que ça, si j'y reste, je le co-crée aussi. Hein. Donc, j'ai travaillé à 5 ans et demi aux États-Unis, j'ai appris quelque chose comme ça, en montrant du doigt quelqu'un. Il y a 3 doigts qui montent vers moi. Dire là-bas, il y a le problème. Ouais. J'en faisais aussi partie. Hein. C'est pas mal, ouais. J'en faisais aussi partie. Ouais. Donc, l'équité, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça demande un certain courage? Oui. Et après, moi, j'étais arrivé à un tel point que ça me convenait de toute façon pas tellement. Donc, voilà. Après, c'est une question de... On utilise beaucoup ça en coaching. Si je dois sauter par-dessus un grand ravin et que j'ai très peur, effectivement, c'est pas très confortable. Par contre, si un ours qui, de toute façon, s'il m'attrape, me dévore, c'est peut-être quand même plus facile de sauter par-dessus le ravin. C'est un moindre mal de sauter par-dessus le ravin. Donc, oui, effectivement. Concernant la formation dont vous parlez, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà de l'expérience de vie, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu un travail ou autre, ou est-ce que vous avez aussi des étudiants, par exemple, qui sortent d'études, ou enfin pas forcément très jeunes, dans le sens où on sort d'études universitaires et on se pose la question, je pense comme beaucoup de jeunes, on peut se dire à un moment, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, enfin j'ai fini mon parcours universitaire, est-ce que vous avez aussi des jeunes ou... Oui, alors, merci beaucoup pour la question. Au début, j'ai beaucoup intervenu dans les programmes MBA et EMBA, donc la moyenne d'âge était 30 à 40 et 40 à 50. Et j'ai trouvé ce public fascinant parce qu'il avait déjà beaucoup d'expérience et il commençait à savoir ce qui ne lui convenait pas. Et le fait, souvent, on fait... oui, ça prend ça fait un petit moment, donc c'est pas... et au fait... je me souviens quand j'avais commencé vraiment une grande reconversion professionnelle, j'avais fait un atelier d'une dizaine de jours avec Guy Corneau, un très très grand psychologue qui maintenant est décédé. À un moment donné, je vais vers lui, je dis « Mais Guy, mais je ne sais plus quoi faire par rapport à ma carrière, mais je suis vraiment, vraiment pas bien. » Il m'avait dit « Mais t'inquiète pas, c'est normal, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Par contre, on sait assez vite ce qu'on ne veut pas faire. Teste des choses, essaye, va essayer des choses. » Et la beauté des programmes des personnes en programme MBA ou MBA, c'est qu'elles se posent des questions, elles arrivent au fait avec une ouverture naturelle. Même chose que les personnes qui sont en outplacement, volontaires ou involontaires. Donc il y a forcément une ouverture d'esprit. C'est drôle de voir que moi aussi, j'arrivais à donner des arguments pourquoi j'étais pas si mal, que c'était quand même bien, que j'avais une famille, que j'avais des factures à payer, et du coup, ça permet de justifier plein de choses, même si au fond de moi, j'avais un immense mal-être. Donc, mais au fait, une fois qu'il y a quelque chose qui casse, que le bon est fait ou a été fait pour nous, dès lors, au fait, tous ces arguments un peu bidons, ils tombent. Et je me retrouve nu et je me dis, attends, ok, on va reconstruire sur d'autres bases. Alors, donc, j'ai commencé avec des 30-40 et 40-50. Ensuite, en outplacement, j'ai eu des 45-60. Et après, en ouvert, j'avais des moyennes, je dirais, 35-50. Et dans chaque cohorte, presque, on m'a dit, mais tu sais, c'est incroyable, cette méthodologie. Moi, je trouve qu'elle devrait être enseignée à l'école. À l'école obligatoire, on devrait pouvoir l'enseigner. Et dès le plus jeune âge. Et dès le plus jeune âge. Et j'en ai eu un peu assez d'entendre ça. À un moment donné, je dis à une participante, ok, j'entends, parfait. Est-ce que tu arrives à faire un groupe de 6 personnes, minimum, des ados? Et on essaie avec les ados. Elle dit, pas de problème, moi j'ai 2 jumeaux. Je vais trouver 4 autres personnes autour de moi et on va faire. Et dans la même cohorte, il y avait une fille dont la zone de génie, c'était de s'interfacer avec les ados, de parler leur langage, de les motiver, de communiquer avec eux. Je dis, bon, les deux là, je vous propose qu'on fasse un truc. Et on a essayé et on a eu notre première rencontre il y a 3-4 semaines, je pense maintenant. Et j'étais époustouflé. Des ados, 14 ans, un de 13 ans, à quel point ils ont compris rapidement ces concepts. Et qui disaient, mais moi je vois, et alors qu'ils n'avaient jamais travaillé de leur vie, mais pas 1 heure de travail. Okay? Et pour eux, c'était complètement naturel. Je dirais qu'ils n'avaient pas encore... C'était plus facile encore qu'avec des personnes qui, quand bien même avaient vécu des choses difficiles, qui venaient encore argumenter que oui, mais bon, j'ai des factures à payer, et une famille, etc. Et au fait, ils n'étaient pas du tout pollués par ça. Ils comprenaient extrêmement rapidement. Et juste d'y repenser, j'en suis encore ému, c'était incroyable. Et d'ailleurs, on va lancer des programmes
beaucoup plus important. On va essayer de travailler avec des écoles, avec des instituts, si des personnes qui nous écoutent Le ont envie de DIP, participer. s'il vous plaît, écoutez. Par exemple. Au fait, on a interviewé, du coup, ma collègue spécialisée dans les ados a passé beaucoup de temps à interviewer les parents, à faire ressortir les points de non-soutien qui revenaient dans le système d'école obligatoire. Et il disait, mais les profs, franchement, ils veulent bien faire. Ça part de bon cœur. Mais au fait, ils n'ont jamais connu le monde du travail, encore moins le monde du travail actuel. Et ils sont juste pas, ils comprennent juste pas ce qui s'y passe. Quand bien même la très grande majorité veulent bien faire, et des profs qui nous écoutent, moi je suis admiratif de votre travail et je vous soutiens. Et en même temps, je pense que c'est difficile d'expliquer quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu soi-même. Et beaucoup de parents étaient déçus, parfois même en colère avec le peu de soutien reçu de la part d'un système qui est censé former des personnes pour un monde du travail qui est quand même drôlement différent. Et j'ai la joie en disant aussi qu'il va être très différent. Parce qu'il est différent, on lâche des choses qu'on a connues, que peut-être qu'on a aimées ou peut-être pas. Mais on va aussi lâcher des choses qu'on a connues, qu'on n'a pas aimées. Et dans ce monde-là, je pense qu'on peut construire quelque chose de vraiment différent sur des bases très très différentes. Et le monde n'a pas besoin d'être dans la majorité dans ce monde-là pour continuer. Sinon, il n'y aurait jamais eu de changement. Il faut bien que des personnes commencent à mettre en place. Et moi, je le vis, ce nouveau monde, je le vis avec vous maintenant, je le vis avec mes auditeurs, je le vis avec mes participants. Il existe et connectez-vous et co-créez-le. Et le monde que vous imaginez, vous allez participer. Vous allez le co-créer, mais pas juste pour vous, pour chaque personne que vous allez rencontrer cette même journée. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. En venant ici, en prenant le train, les personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai souri, les magasins que j'étais voir en venant ici. Alors justement, en parlant d'interaction, vous avez donc des clients qui viennent du monde de la finance ou du monde des entreprises. Comment ça se passe avec eux? Déjà, quel type de clients vous avez?